Vient un temps où l'honnête pantouflard doit se résoudre à lever le nez de ses livres pour regarder la réalité dans le blanc des yeux. J'aurais préféré poursuivre ma paisible chevauchée dans l'existence, mon crâne glabre au vent, pédalant avec indolence vers ma mort, sans plus d'ambition que celle d'avancer sereinement en profitant du paysage. Que de plaisir j'aurais eu à tenir quelques années encore mon modeste rôle d'esprit libre sur la scène de la vie. J'aurais volontiers continué à jouer les pourfendeurs de l'injustice et les marginaux, aux côtés de mes camarades artistes, universitaires, anarchistes de salon, enseignantes, journalistes, la plupart fonctionnaires de l'État ou largement tributaires de ses subventions. Tous et toutes vent debout contre la domination, les privilèges blancs, la viande rouge, les mots vulgaires, la mauvaise littérature et les politiques d'austérité qui amputent leur pouvoir d'achat. Franchement, s'il n'en avait tenu qu'à moi, j'aurais placé ma vie sous la protection de la loi de l'inertie et j'aurais poursuivi mon chemin en sifflotant. La réalité, cependant, ne pardonne pas. Les événements politiques se bousculent dans un apparent fatras, mais poussent implacablement l'histoire dans une direction qui, ma foi, me sera franchement défavorable si je ne trouve pas le courage de rompre avec mes habitudes. La déroute de la démocratie sociale et libérale est partout manifeste. Ce régime, qui est mon milieu naturel, recule sur tous les fronts. Nulle part elle ne trouve la force de passer à l'offensive. Ces généraux, bedonnants, apathiques, gastriques, momifiés, velléitaires, craignent autant le mal qui les ronge que les remèdes qui pourraient les sauver. En 2016, Bernie Sanders déplorait que l'establishment démocrate s'accrochât au statu quo comme si sa survie en dépendait. Et de fait, l'engouement que suscitait la campagne du vieux bougon dissident plongeait son parti dans l'angoisse existentielle. S'attaquer aux inégalités, pointer du doigt des millionnaires, des milliardaires, les accuser de constituer une oligarchie, parler pain, beurre, logement, rappeler l'enracinement social de la démocratie, contester l'éternelle poursuite du business as usual, pure folie. Ce sont ces mêmes démocrates qui se sont lancés dans la présidentielle de 2024 en opposant à leur pire ennemi un zombie nommé Joe Biden. Ils ont perdu le ballon avant même que le match ne débute. Puis, pris de panique, ils ont viré le zombie au milieu de la deuxième mi-temps. Sa remplaçante, Kamala Harris, plus jeune, plus dynamique, a apporté un brin de joie à leur troupe, mais la fête aura été de courte durée. L'ogre républicain n'en a fait qu'une bouchée. Parmi les membres de ce cénacle, nul Léonidas prêt à donner sa vie pour sauver la liberté. Pas de Churchill, ni de Gaulle pour tenir le cap contre vents et marées. Pas même un petit Roosevelt pour croire obstinément en l'avenir radieux de la liberté et de l'égalité démocratique. L'heure de la révolution conservatrice a sonné. Toute opposition est futile. Quiconque veut survivre à la tempête qui s'annonce aura avantage à se mettre à l'abri. Oh, j'ai fait mes calculs. Et j'en arrive à la conclusion que le moment est venu de signer mon armistice personnel. Je vais suivre les enseignements de mon maître Hegel et essayer d'être le meilleur de mon temps. Or, les meilleurs, tout le monde le sait, ce sont les gagnants. L'heure n'est donc plus à la dispute, mais à la collaboration. L'affaire est pliée, je vais devenir fasciste. Voilà, c'est dit. Issu d'une famille libérale, intellectuelle de gauche, démocrate de cœur et d'intelligence, je me tords de dégoût à la simple évocation d'une telle conversion. Immédiatement, je sens monter en moi quelque chose comme de la facho-anxiété. Le passage du dire au faire n'ira pas de soi, et la greffe pourrait ne pas prendre, mais il le faut. Appelons cela un réflexe de survie. Une sage concession à mon environnement qui m'évitera de connaître le sort du dronte de Maurice. Cet oiseau mieux connu sous le nom de dodo, disparu parce qu'il n'a pas su s'adapter à l'activité humaine.
Les consciences dépourvues d'instinct de conservation hurlent « Indignez-vous, no passaran !» Libre à elles de couler par le fond dans leurs convictions, avec leurs convictions. Les cimetières sont peuplés de sots qui se sont crus plus malins que la masse. Je préfère, quant à moi, m'ajuster aux conséquences prévisibles de mes choix, m'abandonner aux sirènes néolibérales de la résilience et opter pour une maxime plus responsable. Adaptez-vous. La première étape de la thérapie de conversion au fascisme, c'est le lâcher-prise. Le sujet doit s'ouvrir intérieurement au changement, laisser agir en lui la peur, s'abandonner aux petites lâchetés et aux compromissions opportunes pour mieux faire table rase de ses idéaux. Vient ensuite la résilience. Il faut accueillir les nouvelles réalités politiques et laisser se dissoudre ce qu'on avait jusqu'ici tenu pour vrai et pour juste. Ah, cela ne va pas de soi. Heureusement, il y a des maîtres, des personnalités exemplaires, des habitués du pouvoir qui nous montrent comment on accepte le changement par degrés, subrepticement, sans heurts. C'est pas moi ça. En 2002, lorsque Jacques Chirac a battu Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle, André Pratt, l'éditorialiste de la presse, a salué les Français qui, ouvrez les guillemets, en votant pour M. Chirac à plus de 80%, malgré toutes les réserves qu'il pouvait leur inspirer, ont clairement rejeté le racisme et l'intolérance que véhicule le Front national. Fermez les guillemets. Son collègue Mario Roy, en réponse à un courrier du lecteur, ne mâchait pas ses mots. Ouvrez les guillemets. On ne peut faire autrement que de constater que le nationalisme promu par Le Pen est fondé sur le sang, exclusif, vindicatif et, dût-on attribuer à cet homme quelques pouvoirs, potentiellement dangereux. Fermez les guillemets. En 2024, alors que Marine Le Pen obtient des résultats qui oscillent entre 30 et 40%, le langage qui s'impose est tout autre. Dès qu'elle s'approche du pouvoir, l'extrême droite cesse d'apparaître déviante ou dangereuse. Cela facilite les ralliements. Les élites traditionnelles se rendent à l'évidence. À quoi bon résister? D'ailleurs, le maquis ne convient pas du tout à ces habitués du marais. Genoux ici. Maquis-marais. Alors tout vacille. C'est une grande loi sociologique. C'est par le centre que s'affaissent les démocraties. Les termites sociaux ne prospèrent que dans le bois vermoulu. Le 16 juin 2024, François Cardinal, successeur de Pratt et de Roy, a signé un texte où il expliquait que son journal ne renoncerait pas au terme extrême droite pour désigner le Rassemblement national, mais qu'il tenait à donner de ce terme, ouvrez les guillemets, une définition la plus rassembleuse, la plus neutre possible, sans aucun jugement. Fermez les guillemets. Évitons d'y adjoindre des, ouvrez les guillemets, qualificatifs comme xénophobe et raciste, qui servent à juger plutôt qu'à décrire. Fermez les guillemets, expliquait-il. Qu'est-ce que l'extrême droite alors? Tout simplement les formations qui se trouvent à droite de la droite. Il n'y aurait donc plus rien d'extrême dans l'extrême droite. Renonçons à la juger, car ce serait mépriser ses nombreux électeurs. Détendons-nous, lâchons prise, résilions-nous, capitulons dans la dignité. En France, David Pouyadas, présentateur de nouvelles et journaliste vedette, est plus fin renard. Il évite les querelles sémantiques, stériles et lassantes. Il a simplement pris la résolution de dire en ondes, ouvrez les guillemets, le RN parti qualifié d'extrême droite, fermez les guillemets. Qualifié par qui? Dans quelles circonstances? À tort ou à raison? On l'ignore, on ne veut pas le savoir. À l'instar des obscures forces impersonnelles qui invisibilisent, racialisent, radicalisent, il y en aurait qui extrême droitisent le Rassemblement national. Grâce à cette formidable leçon de sociologie, ma tâche sera beaucoup plus simple que je ne l'envisageais.
Elle consistera simplement à me laisser passivement fasciser par le cours du monde, par osmose, comme si j'avais contracté la peste ou la rhinocérite, comme les personnages de Camus ou de Ionesco. Nul besoin d'engager de réforme de ma vie intérieure. Ce n'est pas moi qui change. Ce sont les déterminants sociologiques qui pétrissent ma personnalité, qui évoluent. Qui puis-je? Rien. Il suffit d'accueillir cette fatalité avec sérénité et d'en tirer le meilleur parti. De me concentrer sur la beauté et la vigueur qui y gisent. De me convaincre, pour paraphraser un personnage de Rhinocéros de la pièce d'Ionesco, que les fascistes, ouvrez les guillemets, sont des créatures comme nous, qui ont droit à la vie au même titre que nous, fermez les guillemets. C'est le moins qu'on puisse attendre d'un humaniste. Deuxième extrait. Êtes-vous capable d'en prendre encore? C'est bon. Depuis le début de cette folle aventure qui est ma thérapie de conversion, lorsque mon entreprise vacille, quand je ne sais plus quelle voie emprunter, je me répète cette vérité pleine de sagesse. Le chemin, mon ami, il est sous tes pas. Va! J'aborde avec optimisme l'avenir depuis que j'ai décidé de me conformer au nouveau sens que prend l'histoire. Cette attitude sereine suppose cependant que l'on tienne pour vraisemblable l'actualité du fascisme. Et tout le processus thérapeutique, le travail sur soi, l'analyse, la mue de son caractère, la réforme de son identité, tout ce labeur n'a de sens que si le but que l'on poursuit existe réellement. Or, j'entends que le fascisme n'existe pas. Ce serait tout au plus une injure, un vent, du vent, une ruse perfide pour discréditer ses adversaires. Voilà qui me désespère. Et si ma thérapie était sans objet? Que ferais-je alors de ma nouvelle personnalité autoritaire? Personne ne se réclame du fascisme, alors que tout le monde accuse tout le monde d'en être. De Gaulle, Roosevelt, Bush, Nixon, Pinochet, Trudeau, Macron et Trump ont tous été traités de fascistes. Et si je me fie à d'autres personnes, les woke le seraient. Les islamistes aussi, la police, mon boucher et la moitié de l'électorat américain. Le cinéaste Pasolini, n'épargnant personne, a soutenu que la société de consommation serait la forme achevée de la soumission fasciste, tandis que des savants ont affirmé que ce serait carrément la langue qui est fasciste. A-t-on déjà vu un adjectif plus creux, un signifiant aussi vide? J'ai le sentiment qu'on n'en fait usage que pour éprouver la satisfaction d'être engagé dans une lutte héroïque du bien contre le mal, et que moi, dans ma grande sottise, je m'apprête à rejoindre dans l'enthousiasme le camp des méchants. Seul de mon espèce, susciterai-je la curiosité et l'étonnement amusé de mes concitoyens, un peu à la manière de Rika dans les lettres persanes. Ouvrez les guillemets. Ah, monsieur est fasciste. C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être fasciste? Fermez les guillemets. Comment? Telle est la question. Je pourrais me sortir de cet embarras en me tournant vers ceux qui ont forgé la notion. Mais ce détour vers les classiques du genre ne me serait pas d'une grande aide. Ne me serait pas d'une grande aide. Jugez-en par vous-même. Le fascisme est né officiellement à Milan le 23 mars 1919. Ce jour-là, une centaine de personnes se sont réunies dans une salle donnant sur la Piazza San Sepolcro pour déclarer la guerre au socialisme qui entravait la marche du nationalisme. Le mouvement de Mussolini voyait le jour. Sa raison d'être, le combat. Son mythe, la grandeur de la nation, personnifiée par le charismatique Duce et éprouvée surtout dans la haine de ses ennemis. Qui sont les fascistes? Que sont-ils? Que veulent-ils? Ces questions, Mussolini les trouvait oiseuses. Qui sommes-nous? Une force nouvelle, insolite. Un anti-parti qui fait de l'anti-politique. Le nazisme ne parlait pas d'un autre langage quand il prétendait incarner une force anti-système et raciste. L'action avant tout, la doctrine suivra. La recherche de l'identité du fasciste s'arrête à peu près là. Son idéologie procède de l'émotion plus que de la réflexion, de la réaction, autrement dit.
Sa vérité loge tout entière dans sa capacité à se mettre en mouvement, à développer sa puissance, à dominer les autres. C'est pourquoi les fascistes ajustent leur position politique aux circonstances, ce qui leur confère la capacité inouïe d'affirmer avec force et conviction tout et son contraire. Avez-vous des images qui vous viennent? Les fascistes ne promettent rien et tiendront toujours leurs promesses. C'est magique. En conséquence, si on veut savoir ce qu'est le fascisme, il faut le vivre. Et ceux qui ne le vivent pas sont condamnés à ignorer ce qu'il est. Ce n'est pas une idée, c'est une activité et un ressenti. Alors bien sûr, la question de la possibilité de son existence est pour le moins épineuse. S'il y a une leçon que l'on peut tirer de l'histoire du fascisme, c'est que la démocratie peut être détruite de l'intérieur. Les fascistes, rappelle Paxton, étaient des parias, des personnalités médiocres qui n'avaient aucune chance de réussir tant que demeuraient saines les institutions de la société et les fondements de l'état de droit. Le débat sémantique autour du fascisme recouvre donc un problème plus délicat. Ce régime démocratique qu'il s'agirait de sauver, saurions-nous encore le définir? Lorsqu'il faut défendre la liberté politique, insistait Hannah Arendt, le contre quoi ne peut jamais se passer du pourquoi. Autrement, gagner la bataille n'aurait aucun sens. L'être sans dessein intellectuel qu'est la personnalité autoritaire n'est hier comme aujourd'hui que la figuration politique d'une société démocratique privée de substance. Pour ma part, je ne peux que me réjouir de la possibilité d'un fascisme désarmé, raboté, libéré du culte du pouvoir, d'un néo-fascisme ou d'un post-fascisme, dirait Traverso, ou d'une démocratie sans démocrate, dirait Gentile. Mes aptitudes au combat, force m'est de le reconnaître, sont modestes. Ma dernière bagarre date de 1982, j'avais 12 ans et mon adversaire était sorti de la rixe avec le nez en sang, ce qui m'avait vivement impressionné. Je suis de surcroît un piètre tireur. La dernière fois que j'ai manié une carabine, j'ai bien failli m'exploser le pied. Parader en rang, pas pour moi. Il m'arrive d'avoir envie de foutre des baffes aux gauchistes, mais pas au point de me joindre à un club dont c'est la principale occupation. Non, je ne suis pas contre l'État, mais la perspective de ne faire qu'un avec lui ne m'enchante guère. Franchement, que le fascisme du XXIe siècle puisse abandonner la forme archaïque de l'héroïsme guerrier, héritage médiéval, rustre, désuet, qu'il puisse être de son temps, un peu mou, vaguement démocrate, habilement technocratique, utilitaire, cupide, corrompu, qu'il soit mené par des vedettes de télé-réalité, des influenceurs de TikTok, qu'il parade en complet veston, soutenu avec enthousiasme par des tailleurs et des modistes. Cela me convient parfaitement. Ouvrez les guillemets. Lorsque les fascistes reviendront, prédisait George Orwell, ils auront le parapluie bien roulé sous le bras et le chapeau melon. Fermez les guillemets. Leur élégance sera le signe de la résistance à l'avachissement de la civilisation. Leur richesse, la preuve indubitable de leur mérite. Le fait qu'on parle d'eux sans cesse, le témoignage incontesté de leur importance. On aura la chose sans le mot, aussi bien dire sans son uniforme. Que pourrais-je espérer de mieux ?